à toutes, bonjour à tous, vraiment. Et je crois qu'on peut le dire, très heureux de vous retrouver ici, à la porte de Versailles, sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Cook Midi. C'est peu dire que vous nous avez manqué et j'espère qu'on va vous faire saliver pendant toute cette semaine parce qu'on va reprendre des bonnes vieilles habitudes. Vous savez, chaque jour, une recette, des professionnels qui nous expliqueront aussi leur métier. Puis aussi une petite nouveauté. Cette année, nous parlerons avec ceux qui font l'élite des produits alimentaires français, les lauréats du concours général agricole. Et aujourd'hui, bien pour le premier produit, c'est un produit qui a remonté le temps. On va remonter à 6500 ans, c'était le néolithique. Et ce produit, c'était tout simplement le blé dur. Et pour en parler avec moi, Tiffaine Guillet. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Également. Prête à œuvrer? Toujours, toujours. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette recette? D'abord, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer du boulgour aux champignons sautés et aux épinards. Parce que le boulgour, c'est un sous-produit, enfin un dérivé du blé dur. Voilà, parce qu'on le sait peu, il faut le rappeler, hein, le blé dur, on s'en sert bien évidemment pour faire des pâtes, mais également pour le couscous et le boulgour. Alors, quels ingrédients pour cette recette, Tiffaine? Alors, on va avoir du boulgour et également des champignons, des oignons qu'on va venir cuire et des épinards. Et après, une petite sauce surprise. Vous avez, et c'est votre défi, 30 minutes pour cette recette et je viendrai régulièrement vous voir pour que vous m'expliquiez un petit peu comment tout ça évolue. Okay, voilà pour la recette. Maintenant, on va passer dans le salon avec nos invités. Bonjour François Arnaud. Bonjour Philippe. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, on va raconter l'histoire. Il y a 2 ans, vous étiez quelque part entre votre Vendée natale et Paris. Vous deviez participer à une émission pour parler du pois chiche, une autre de vos productions. Et puis, vous êtes arrivé à la porte de Versailles, on vous a dit, François, vous pouvez remonter dans votre voiture et repartir en Vendée parce que le salon s'arrête. Il s'était arrêté brutalement un samedi. Alors, ça va être un peu pour vous la revanche, même si l'année dernière, on vous avait retrouvé dans les studios de Village Semences. Et on va parler avec vous d'une de vos productions, du blé dur. Et puis, un autre invité, Olivier Allemand. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Alors, vous, c'est votre premier salon comme commissaire général du concours général agricole. Mais c'est combien de salons en tant que journaliste, en tant qu'animateur, Alors pas autant que vous Philippe, parce que je crois que vous avoisinez les 30. Et d'ailleurs, je crois que vous serez récompensé prochainement pour cette longévité-là. Non, ça donne mon 12e salon de l'agriculture. Alors on parlera avec vous du concours général agricole qui a pris un sérieux coup de jeune. Et vous nous direz comment tout cela évolue. On va même parler d'appli, je crois, sur nos téléphones portables. Exactement. Alors, François, le blé dur. Alors déjà, il faut qu'on fasse une petite leçon de choses. Moi, j'aime bien les leçons de choses qu'on avait, comme quand on était enfant à l'école. C'est quoi la différence entre le blé qu'on utilise pour faire nos gâteaux, nos baguettes, et le blé dur? Alors, quand on fait de la farine pour faire du pain et pour faire des viennoiseries, pour faire de la brioche, pour faire des biscuits, là, on utilise le blé tendre, donc qui, par définition, est plus tendre que le blé dur. Donc là, on fait de la farine. Et puis le blé dur, il est plus dur. Et quand on l'écrase, eh bien, il ne fait pas de la farine, il fait plutôt des agrégats un petit peu plus gros. Et c'est de la semoule. Et là, on l'utilise pour quoi? Alors le blé dur, on l'utilise essentiellement pour la semoule. Donc le boulgour, qui est un dérivé. Et évidemment pour la fabrication des pâtes. Et pour vous, c'est une grosse production, le blé dur en Vendée? Oui, c'est une très grosse production. Nous sommes dans un bassin, notamment dans le sud Vendée, qui est réputé pour son blé dur. Alors on se plaît d'ailleurs à dire qu'on a les meilleurs blés durs du monde, ce qui n'est pas forcément faux, parce qu'en fait on est sur une zone où il y a vraiment de la quantité et de la qualité. Et ça c'est vraiment très remarquable, c'est tout simplement parce qu'en fait on a l'air marin qui est juste à côté de nous. Et le blé dur a besoin d'une finition aérée pour ne pas prendre de champignons. Et ce climat marin, en fait, bien ventilé, nous évite d'avoir ce problème-là. Et du coup, on a vraiment une super qualité derrière. Alors justement, quels sont les critères qui permettent de dire que vous faites du blé dur de qualité? Alors en fait, quand on mange des pâtes ou quand on mange de la semoule, on veut de la couleur, on veut quelque chose de bien jaune. Donc les pâtes bien jaunes, la semoule bien jaune et surtout pas de pigmentation noire. Et c'est ce qui pose problème dans le blé dur, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle de la moucheture, donc on comprend ce que ça veut dire, hein. Donc c'est des points noirs et il y a des zones où c'est
plus favorable pour avoir ce développement de champignons, alors que là, on est plutôt sécurisé par rapport à ça. Tout simplement un aspect visuel en fait. Et vous, pour votre boulot de cultivateur au quotidien, c'est plus facile de faire du blé dur ou du blé tendre? Non, c'est plus compliqué de faire du blé dur que du blé tendre. C'est plus technique? C'est plus technique, effectivement, et justement parce qu'on a un cahier des charges bien précis pour avoir cette qualité au top que la ménagère veut, de cette qualité visuelle, et c'est aussi de respecter toute cette qualité, parce qu'en fait le blé dur on le travaille directement, il n'y a pas de transformation ou très peu, donc en fait c'est tout de suite, on a le produit fini ou presque, donc on se doit d'avoir une qualité au top. Et donc pour ça, eh bien, on a des cahiers des charges et des interventions qui sont plus compliquées que sur le blé tendre. Et alors justement, en matière de cahier des charges, qui fixe les règles? C'est plutôt vous, l'amont, ou c'est plutôt l'aval, les entreprises? Allez, les grandes entreprises, on ne va pas citer de nom, mais on va dire Barilla, Lustucru, Panzani et autres. Alors on le fait ensemble parce qu'évidemment quand on veut réussir une production, eh bien, il faut qu'on dise nos contraintes et eux doivent donc on le fait ensemble. Mais c'est vrai que c'est quand même le débouché qui nous dit voilà, il nous faut ça. Et ce que je n'ai pas parlé aussi, c'est qu'il faut aussi de la protéine, énormément de protéines pour justement tenir les pâtes à la cuisson et aussi pour vraiment que ce soit très riche avec le gluten notamment. Une question, François, chez vous, les pâtes, vous les achetez au supermarché ou vous les faites vous-même? Alors moi, je ne les fais pas moi-même. Par contre, j'ai des voisins qui se sont lancés dans la fabrication de pâtes et je trouve que c'est vraiment tout à leur honneur. Donc je m'approvisionne dans les deux endroits, mais de plus en plus, j'ai une petite tendance à aller chez mes voisins parce que au moins c'est du local. Des spaghettis made in Vendée? Exactement. Olivier, il n'y a pas pour le moment de concours général pour le blé. Il n'y a pas de concours général pour le blé, ni pour les pâtes aujourd'hui, parce que le concours général, de toute façon, il s'adosse sur un cahier des charges qui est très strict, qui est défini par l'INAO, l'Institut national, donc, et qui définit d'ailleurs tous les AOP, les IGP. Et il faut que les filières s'accordent sur un cahier des charges qui soit validé par le ministère donc, de l'Agriculture pour pouvoir concourir au concours général agricole. Parce qu'il faut le dire, le concours général agricole, alors, plus de 150 ans, c'était même avant le salon de l'agriculture. C'est-à-dire c'est le précurseur du salon de l'agriculture. Vous le disiez, 151 ans de concours général agricole, 58e salon de l'agriculture. Bref, on venait avant, à Paris, les meilleurs produits de chacune des régions de France, les meilleurs animaux venaient à Paris pour obtenir la médaille de Paris, qui est devenue la médaille du concours général agricole avec la feuille de chêne. Mais évidemment, je dirais que c'est même le concours général qui a donné naissance au salon. Je vous retrouve dans un instant, Olivier. Je vais retrouver Tiffaine en cuisine. Alors, Tiffaine, vous me disiez que cette recette, le plus compliqué, c'était la découpe. Voilà, c'est le plus long parce qu'en fait, on va faire regonfler le bulgour avec de l'eau chaude. Et après, on va faire cuire les légumes au fur et à mesure. Et on va rajouter le bulgour une fois qu'il sera bien gonflé. Alors, le bulgour, vous le mettez juste avec de l'eau? De l'eau bouillante. De l'eau bouillante. Voilà. Et vous laissez tranquillement s'hydrater? C'est ça, exactement. Une vingtaine de minutes à peu près. Et donc le double du poids du boulgour en eau, comme ça il regonfle et après on mélange. Et là c'est l'ail, l'oignon, qu'est-ce que vous allez rajouter? Il y a un peu de cumin, je vois. Voilà, exactement, des graines de cumin et également du vinaigre balsamique. Alors là, il y a plein d'écoles sur le vinaigre balsamique, vous utilisez lequel? Alors moi j'utilise, là exceptionnellement, j'ai même utilisé un vinaigre balsamique au café, parce que ça ira très bien avec les champignons. Donc rajouter un peu de complexité au plat, parce que finalement c'est ce qui va faire la spécificité, l'élément supplémentaire, on va dire, qui va finir le plat, qui va un peu révéler toutes les saveurs. Et alors champignons, évidemment on va dire champignons de Paris, même s'ils ne sont plus vraiment de Paris, ou des champignons de forêt, mais quoi qu'en ce moment, trouver des champignons de forêt, faut se lever de bonne heure. Exactement, en fonction des saisons, on va dire, l'idéal c'est d'avoir plusieurs types de champignons, pour rajouter encore une fois un peu de complexité. Donc aujourd'hui je vais avoir des pleurotes, des champignons de Paris et des champignons shiitake. Donc très consensuel au niveau champignons. Tout à fait. Il y a un peu de tout là. Exactement. Et alors ces petits champignons qu'on achète maintenant, enfin on n'achète pas les champignons, on achète des boîtes qu'on doit réhydrater et qui font pousser des champignons dans sa cuisine. Ça vous en utilisez de temps en temps? J'ai déjà utilisé ça, donc généralement c'est des pleurotes. Et oui, alors selon l'appartement, ça peut aller plus ou moins vite et c'est des très bons champignons. Je vous laisse à la découpe, je vous retrouve dans un instant. Olivier Allemand, on parlait de l'ancienneté du concours général agricole et de l'excellence que ça génère. Il y a combien de familles de produits qui sont distingués au salon? Alors, il y a 28 catégories de produits qui sont distingués au salon, mais pour vous dire, par exemple, sur la catégorie produits laitiers,
il y a 280 sous-catégories de fromage, il y a les yaourts, il y a le beurre, il y a les crèmes fraîches. Donc ça veut dire que sous une même catégorie, il y a des sous-catégories qui sont très importantes. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment toute la diversité de l'agriculture française qui est représentée. Évidemment, on connaît plus facilement les concours vin, les concours charcuterie, fromage, mais derrière, il y a les palmipèdes gras, les viandes, les charcuteries chaudes. Il y a les confitures, j'en parlais, les jus de fruits, il y a la bière, il y a tous les alcools forts aussi qui irriguent notre territoire. Et derrière, cette médaille, c'est surtout la progression. Chaque producteur a envie de faire évoluer son produit vers l'excellence et le concours général agricole est un moyen de le faire. Et vous sentez, alors évidemment c'est la première année que vous officiez comme commissaire général, mais vous connaissez le monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire parfaitement. On sent que ces produits sont tirés vers le haut, qu'il y a de plus en plus de produits, j'allais dire très haut de gamme. En fait, on avait deux inquiétudes pour ce salon-là, c'est de se dire effectivement, est-ce que déjà, après une année d'interruption, les producteurs allaient concourir de nouveau au concours général agricole? La réponse est oui, et 100 fois oui. Donc ça veut dire quand même que, comme je vous le disais, il y a une vraie reconnaissance des producteurs sur ce que leur apporte cette médaille en termes effectivement de qualité, d'excellence et de montée en gamme de leur production. S'ajoute à celle-là évidemment la montée économique, parce qu'à partir du moment où on a une médaille, on a entre 18 et 40% de chiffre d'affaires en plus l'année d'après. C'est énorme. C'est énorme parce que le consommateur la reconnaît, cette médaille, donc du coup il l'achète. Et donc c'est vrai que c'est les deux critères qui font que les producteurs s'engagent dans ce concours. Et alors comment ça se passe? Parce que je suppose que les produits n'arrivent pas comme ça à Paris. Il y a des phases en amont de sélection. Ça commence quand? Ça commence quand le salon se termine? Ça commence. En général, les producteurs et viticulteurs s'inscrivent entre novembre et décembre. C'est nous qui faisons les prélèvements chez les producteurs. Tout simplement parce qu'un producteur serait tenté de nous donner le meilleur produit qu'il a. Non, c'est nous qui allons choisir parmi la gamme de produits qu'il a, les produits et les échantillons, parce qu'on appelle ça des échantillons, que nous sélectionnons. Voilà, qui doivent être représentatifs de sa production. Mais on prélève par exemple le vin directement dans les cuves et on anonymise les contenants. C'est-à-dire que c'est dans nos bouteilles que ces contenants sont mis pour vraiment que seuls les organisateurs du concours général agricole connaissent l'origine des produits et que les jurés ou les intermédiaires ne puissent pas reconnaître tel ou tel vin. On reparlera des jurés dans un instant. François, pour les agriculteurs, alors évidemment vous ne concourez pas au concours général agricole, mais vos collègues en Vendée, notamment dans l'élevage, ça doit être pour eux un moment très important, parce que ce sont quand même des compétitions. Alors effectivement, c'est vraiment un moment très très important pour eux. Ils attendent ça, je dirais, toute l'année. Parce qu'ils ont ça dans la peau, ils ont la notion de compétition et de mettre en valeur ce qu'ils font sur leurs élevages et d'être ici au salon, d'être reconnu dans un premier temps et de pouvoir rentrer dans la compétition, c'est quelque chose qui sont... Voilà, ils adorent ça. Et souvent, c'est des générations qui étaient déjà là. Et il y a la médaille qui est à l'entrée de l'élevage et il faut continuer ce qui a déjà été fait par les générations d'avant. Oui, c'est vrai Olivier, hein, quand on va dans les fermes, parfois, on voit sur les granges toutes ces plaques émaillées. C'est ça, c'est toutes les plaques en fonte d'année en année qui se succèdent sur le front des fermes. Et c'est vrai qu'il y a une notion de transmission aussi de ce concours. Mais on a vu là aussi depuis quelques années un rajeunissement. Hein, alors on dit toujours effectivement, et c'est une réalité, hein, qu'on a besoin de transmettre dans les 10 ans qui viennent 50% de nos exploitations et de nos fermes. C'est vrai, mais il y a une vraie appétence de la jeune génération pour ça. Alors François, quand vous avez vos collègues qui participent et qui décrochent une médaille, je suppose que la renommée, c'est pas que pour eux, c'est aussi pour le département, pour la région. Dire que dans ce département en Vendée, par exemple, on cultive l'excellence. Tout à fait. Et c'est surtout aussi un moment pour que tous ces producteurs des différentes productions se retrouvent autour d'un même objectif. Et d'ailleurs, le mardi, en général, il y a la journée de la Vendée. On a un stand Vendée Qualité avec toutes les différentes productions. Ça va du mouton jusqu'au bovin, aux chevaux. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est partagé, en fait. Et pour mettre en avant, évidemment, chaque département. Hein. Alors tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait un certain nombre de produits, beaucoup de produits qui concourent pour décrocher les médailles. Comment on fait pour imposer un nouveau produit
Par exemple, est-ce que vous avez des projets je sais pas moi, d'autres produits agricoles qui sont devenus à la mode et que vous voudriez faire rentrer dans le concours? Oui, bien sûr, parce qu'un concours, il doit évoluer en fonction des évolutions des goûts des consommateurs, mais il y a aussi tout simplement des concours qui en sont sortis, faute de producteurs qui voulaient y aller. Et moi, j'aimerais bien remettre au goût du jour le chocolat, par exemple, qui est une épice qui est sortie du concours général-école, mais qui pour moi doit y rentrer. Je veux bien faire partie des membres du jury, il n'y a aucun problème. Aucun sujet, et avec plaisir. Et là, on travaille aussi sur la baguette, parce qu'on pourrait très très bien avoir une baguette française médaillée du concours général-école, et ça c'est tout nouveau. Alors je sais qu'ils concourent à la certification à l'UNESCO, la baguette française, et ben moi je les invite à venir concourir au concours général-agricole. Bon, la baguette française, François, c'est bon pour vous ça, parce que s'il y a la baguette, ça veut dire qu'il y a de la farine, et donc pour les producteurs de farine et de blé, ce sera bon. Nous, on demande que ça, avec plaisir, évidemment. Et puis les pâtes. Absolument, pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas. Finalement, le champ des possibles est immense encore. Le champ des possibles est immense. Il y a 3 conditions pour ça. Je vous dis, un cahier des charges proposé par les filières, validé par l'INAO, pour bien rassurer j'allais dire les filières agricoles qui se lancent dans ce concours. Des jurys impartiaux répartis à moitié entre les professionnels et les consommateurs. Et je vous dis, le contrôle en point de vente, qui est extrêmement important avec le bureau Veritas qu'on fait, parce qu'on contrôle dans les supermarchés, dans les épiceries fines, qu'il n'y ait pas d'usurpation de la médaille. Et une partie de mon job, c'est de mettre le pouvoir d'amende, donc de mettre des amendes à ceux qui trichent. Voilà. Donc il faut être très copain avec vous. Allez, on retourne voir Tiffaine. Oui. Là, les champignons sont déjà dans la poêle, donc vous êtes en train de... Les champignons, on fait cuire ça combien de temps? Parce que j'ai l'impression que ça cuit très très vite, ça fond très très vite. Ça fond très très vite, mais l'idée c'est qu'ils soient sautés, donc qu'ils soient un peu grillés, qu'ils soient un peu colorés. Donc je dirais une bonne dizaine de minutes, 10-12 minutes à peu près, en les saisissant bien, après en les baissant pour bien les faire cuire et en ressaisissant à la fin. Et là, les pleurotes, c'est des pleurotes fraîches que vous utilisez, les champignons. Tout à fait. Tous sont des champignons frais Exactement. Ou des champignons secs réhydratés? C'est que des champignons frais. D'accord. C'est meilleur. Et ça, c'est vraiment une recette qu'on peut faire, j'allais dire, on est un petit peu à l'arrache, entre guillemets, chez soi, le soir, on rentre, c'est un peu la cuisine du placard. Tout à fait, c'est la cuisine, alors il faut quand même avoir des produits frais, mais l'avantage du boulgour, c'est que ça gonfle assez vite. On peut l'utiliser chaud comme froid, donc dans une poêlée comme ça, en hiver, ou pour faire une salade, parce que ce plat, par exemple, peut se manger froid, si jamais il en reste. Alors, il y a une question que je ne vous ai pas posée. Tout à l'heure, vous avez mis de la matière grasse dans votre poêle, c'était quoi? C'est de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Oui. Alors là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui mettent de l'huile d'olive, ceux qui mettent du beurre, plutôt dans l'ouest de la France. La différence des deux? Alors moi j'aime bien le goût que ça va apporter, l'huile d'olive, dans ce plat-là. Et l'avantage aussi, c'est que ça va être une recette qui va être végétarienne et végane également. Donc selon si on reçoit par exemple avec des nouvelles habitudes alimentaires. Mais je trouve que sur ce plat-là, l'huile d'olive va mieux. Et alors, on le rappelle, une cuisine végane, c'est pas forcément une punition, ça peut être très bon aussi. Exactement, puisque ce plat est végane. Je vous laisse faire, on se retrouve dans un instant. On n'a pas parlé, Olivier, des membres du jury. Tout à l'heure, vous parliez du chocolat, je vous dis, moi, je veux m'inscrire. Je crois que cette année, d'ailleurs, vous étiez un petit peu en manque de juges. Qui sont-ils, ces membres des jurys? Alors justement, c'était la deuxième interrogation après l'engouement ou pas des producteurs sur cette nouvelle édition. La deuxième interrogation, c'était de savoir, compte tenu du contexte sanitaire, compte tenu du nombre de cas contacts ou évidemment de Covid, si on allait avoir suffisamment de jurés par table, parce qu'il faut savoir que, par exemple, à l'heure où on se parle, on a le concours 20 qui est en place, on a 280 tables et il faut au moins 6 jurés par table. Pour avoir un jugement vraiment représentatif. Et donc on avait ce doute-là de savoir si on allait réussir à avoir suffisamment de jurés. Alors pour répondre à votre question, moitié professionnels, voilà, des œnologues, des viticulteurs eux-mêmes, et moitié de consommateurs comme vous et moi. Donc on peut s'inscrire déjà pour le concours 2023. Si vous voulez... ou si les téléspectateurs de Cook Midi veulent s'inscrire dans une catégorie pour être jurés amateur du concours général-école l'an prochain, c'est simple. Vous vous inscrivez, vous choisissez votre catégorie. Moi, je veux être juge des confitures ou du chabichou. Vous vous inscrivez et on va vous payer une journée de formation pour vous former à la dégustation de ces produits. Et ensuite, vous serez automatiquement juré pour le concours général-école. Je le dis parce que il faut impérativement que sur une même table, on ait la représentativité intergénérationnelle aussi. C'est important que l'on s'adapte chaque année
à l'évolution du goût des consommateurs. Alors c'est vrai qu'il y a des produits qui sont un petit peu anciens, on en parlait tout à l'heure. On trouve quand même des gens de la jeune génération pour goûter des produits qui ont 150 ans d'âge, voire plus. Je vais vous dire une chose. Vous le disiez, on avait peur de ne pas avoir assez de jurés, donc on a lancé sur les réseaux sociaux en novembre et décembre un recrutement large pour recruter plutôt des jeunes, pour justement équilibrer les générations, c'était ce qui nous manquait. Et en fait, on a 1266 jeunes sur les 8000 jurés qui se sont inscrits. Et je trouve ça génial parce que là, pour le coup, on se rend compte que de manière sociétale, mine de rien, le confinement a fait prendre à conscience à tout le monde, et y compris aux jeunes, que l'origine et la traçabilité des produits, c'était important. Oui, d'ailleurs, François, ça nous amène à parler un petit peu de l'actualité. À la fin du premier confinement, on se souvient que le président Macron avait parlé de ces gens qui étaient en première ligne. Alors, on avait beaucoup parlé des personnels soignants à juste titre, mais il y avait aussi des gens qui étaient en première ligne. C'était vous, les agriculteurs. Oui, tout à fait. Ça a été tout de suite quelque chose qui est revenu, qui a été très remarquable. C'est de dire on a besoin de manger et de ne pas dépendre d'autres pays. Et donc, ce qui est devenu à la mode, c'est de parler de souveraineté alimentaire. Et ça, on n'en parlait pas beaucoup jusque-là. Nous, on en était conscients, mais ce n'était pas forcément reconnu. Et c'est vrai que ça a remis vraiment au goût du jour cette notion de souveraineté alimentaire. D'ailleurs, la première semaine de confinement, qu'est-ce qui a manqué dans les rayons? C'était des pâtes. Il y a eu une ruée vers les produits de première nécessité et les rayons de pâtes étaient vides. Ah bah économiquement, ça a dû être bon pour vous, ça. Non, parce qu'en fait, on a vraiment le stock initial et c'est pas, il faut pas profiter évidemment de ces situations. C'était des rémunérations qui sont lissées de toute façon. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que quelque part, vous aviez quand même, vous les agriculteurs, vous les cultivateurs, ces dernières années, une image qui était un petit peu brouillée, qui n'était pas forcément très bonne auprès du grand public. Notamment, on vous accuse de tous les maux d'utiliser certains produits. Là, on s'est rendu compte que finalement, vous étiez important et que, quels que soient les moyens de production, on comptait sur vous. Oui, exactement. Et puis du coup, ça nous a tous encouragés, ou en tout cas un certain nombre, à communiquer sur ce que l'on fait. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis ambassadeur aujourd'hui Agri Demain. France Agri-Twitos. C'est quoi Agri-Demain? Alors Agri-Demain, c'est une association en fait d'agriculteurs qui parle positivement de ses productions. On est plus de 300 agriculteurs sur le territoire, avec toutes les agricultures pour parler de nos agricultures, avec France Agri-Twitos et aussi avec Intercéréales, qui donc est une organisation avec toutes les interprofessions de la production, de la commercialisation, de la collecte et de la première transformation. Et alors, on parlait de l'image des agriculteurs. Vous, c'est quelque chose que vous gérez bien parce que vous avez une deuxième vie, une vie de journaliste, de chroniqueur sur les réseaux sociaux. Vous nous emmenez sur votre tracteur pratiquement tous les jours. C'est important ça de faire passer le message en direct et sans filtre. Exactement. Alors c'est un petit peu nouveau, mais tout ça, ça nous a encouragés en fait par la reconnaissance qu'on a eue, par exemple avec la Covid au départ. Et en fait, on est de plus en plus nombreux à le faire. On le fait de façon très transparente, très franche et puis en instantané. Et là, on a vraiment l'explication. Et on est parti du principe qu'en fait, on était quand même les mieux placés pour expliquer ce qu'on fait sur nos fermes, alors que beaucoup le faisaient à notre place, avec évidemment des inexactitudes, pour pas dire plus. Et vraiment, on est les mieux placés pour le faire. On s'entraîne, on s'aide et on a toute cette émulsion tous ensemble. C'est pour ça que là, on est vraiment content de se retrouver en physique et ça nous donne du courage. Et c'est jamais fini en fait parce que il faut continuer. Et malheureusement, l'actualité nous ramène encore avec le fait qu'il faut avoir cette souveraineté alimentaire et que nous, on a encore besoin d'expliquer ce que l'on fait dans nos fermes. Ouais, ça veut dire qu'il faudra peut-être aussi revenir sur certaines décisions européennes qui ont un petit peu été vers une décroissance agricole pour relancer, pour répondre à la demande. Parce que c'est vrai que si le marché ukrainien nous abandonne du jour au lendemain, on va avoir besoin de vous. Tout à fait, et malheureusement ça nous le rappelle, mais ça montre bien tout l'enjeu d'avoir une belle agriculture diversifiée que nous avons sur notre territoire. Olivier, il y a vraiment un enjeu là, on le voit. Là, vous le disiez, pendant les confinements, on a redécouvert les produits, on a redécouvert la cuisine, on va en reparler tout à l'heure avec Tiffaine. On redécouvre aussi l'excellence. On n'est plus dans la banalisation des produits qu'on achète sans regarder.
Non, non, et on retrouve l'excellence de nos productions nationales. Alors évidemment, il ne faut pas faire du nationalisme à tout va, mais la souveraineté alimentaire est vraiment au cœur des enjeux de demain. Moi, je peux vous assurer, on parlait de blé tout à l'heure, c'est vrai que les conséquences sur les prix vont être évidemment importantes, mais derrière... on sait qu'en France, on a une diversité de production de produits qui nous permettent de combattre et d'avoir cette souveraineté-là. Les pays du Sud, aujourd'hui, avec l'envolée des cours, je ne sais pas encore si d'aventure ce conflit perdure et dure, comment ils vont pouvoir, eux, se nourrir au quotidien. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Et ça nous rappelle ce qui s'est passé en Égypte, notamment qui était à l'origine des printemps arabes, hein, avec le problème justement du pain. C'était les émeutes de la faim. Mais je vous rappelle, et vous le disiez, un blé dur, semoule, c'est la base de l'alimentation de beaucoup de pays du Sud. Donc forcément, on a des heures difficiles, parce que le premier devoir d'un gouvernement, c'est de nourrir son peuple. Et là, vous avez les moyens, vous François, vous et vos collègues producteurs de céréales, de répondre à la demande, de booster un peu la production? Oui, on a les moyens. Le seul problème qu'on a, ça c'est vraiment l'agriculteur qui parle du terrain, c'est qu'on a quand même une transposition de contraintes qui font qu'à un moment donné, ça nous tire plus vers le bas que vers le haut, alors qu'on a tout pour bien faire. Justement, plutôt de parler de croissance, on a aujourd'hui, moi sur ma ferme, on utilise plein d'outils du digital qui nous permet d'augmenter les productions, les sélections variétales. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais on a toujours cette épée de Damoclès, la surtransposition, et qui nous fait souffrir énormément tous. Et je crois que tout ça, malheureusement, ça va quand même être un petit peu vu d'une façon différente, parce qu'on a besoin effectivement de se nourrir et de nourrir les autres. Alors par exemple, vous parliez de sélection variétale, on irait vers quoi? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Alors tiens, l'exemple du blé dur, il est tout simple. Il n'y a plus que 2 obtenteurs en France qui travaillent sur le blé dur. C'est pas bien. Il faut être plusieurs pour travailler pour faire progresser les variétés, le rendement, la qualité. Et là, comme en fait il y a tellement de contraintes, il n'y avait plus que 2 obtenteurs. On peut imaginer qu'avec ce qui se passe, ça redonne goût à d'autres sociétés pour dire tiens, on a besoin de blé dur. Et d'ailleurs, ça serait une nécessité d'avoir une diversité de production, de recherche pour nous tirer vers le haut. Un exemple, voilà. Et vous travaillez tout seul dans cette optique où il y a toute une filière derrière qui va jusqu'aux producteurs, jusqu'aux industriels des pâtes en boîte en carton? Alors l'exemple du blé dur est remarquable. Il y a une filière blé dur qui existe. Je crois que ça fait plus de 25-30 ans qu'elle est initiée. Et aujourd'hui, elle est chapeautée par Intercéréales. Et donc ça nous permet plusieurs fois par an, notamment une fois par an, de nous retrouver où il y a toute la production, toute la filière, du producteur jusqu'au transformateur. Et là, on se parle franchement, chaque maillon s'exprime pour dire voilà. Et c'est vraiment une filière qui est très bien organisée aujourd'hui. Donc si je comprends bien, pour l'avenir, malgré le contexte géostratégique un peu tendu, vous êtes prêt à répondre à la demande? Nous sommes prêts, effectivement. Et on peut, et on le fera. Alors Olivier, en conclusion, je voudrais qu'on revienne sur les produits. Parce que j'allais dire, c'est bien beau votre concours général agricole avec vos petites médailles et des produits qu'on peut acheter sur les stands dans les halls 7 notamment de la porte de Versailles. Mais dès que le salon se termine, ça devient un peu la croix et la bannière. Il faudrait faire comme Jean-Pierre Coff le préconisait, c'est-à-dire prendre son jet privé pour aller acheter son piment à Espelette, son jambon chez Pierre Oteiza, par exemple, dans la vallée des Aldudes. Je dis ça uniquement pour vous qui êtes basque. Comment on fait après le salon pour trouver les produits? Eh bien écoutez, en avant-première, je peux vous assurer qu'on va lancer donc le 2 mars l'application du concours général agricole où vous pourrez géolocaliser les producteurs médaillés 2022 à côté de chez vous, et vous pourrez commander directement en ligne sur leur site leurs produits, ou alors aller leur rendre visite à la ferme, puisqu'il est indiqué, il est indiqué effectivement dans l'appli les producteurs chez qui vous pouvez aller déguster ces produits et les commander. Donc il ne vous manque plus après qu'avoir cette application associée à une application de pilotage type Google ou Waze par exemple? Ça fait partie des pistes évidemment d'évolution, mais surtout il faut aller évidemment commander ou déguster chez eux, mais avec modération, bien évidemment. Bien évidemment. Alors moi, je retourne pour la toute fin de cette émission. Retrouver Tiffaine. Oui, Tiffaine, c'est pratiquement terminé. C'est quasiment terminé. Il faudrait juste rajouter un peu de ciboulette pour servir. Alors on sent déjà... on sent déjà les parfums de cette recette. Je vais demander à nos invités de venir nous rejoindre, parce que quand même,
c'est une des En tout cas, particularités de cette émission, c'est qu'on goûte à la fin. On l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais ça sent très très bon depuis 20 minutes quand même. Ça Faut va. le savoir, quand même. Et alors, Olivier, justement, c'est très dur pour le commissaire général parce que vous ne devez pas goûter les produits pour rester impartial. Ouais, parfait. Moi, je ne dois surtout pas goûter les produits parce qu'en fait, les jurés scrutent mon regard pour savoir si je les influence ou pas. Alors du coup, je ne goûte rien, comme ça, je n'influence personne. Mais par contre, une fois qu'ils sont médaillés, je peux vous assurer que je les goûte. Et vous avez goûté des choses étonnantes là depuis le début. Alors, comme ils ne sont pas encore médaillés, les médaillés 2022, pour l'instant, je n'ai goûté que des médaillés 2020 et je peux vous assurer qu'il y a des choses qui sont très, 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 très bonnes. Eh bien, écoutez, merci Olivier, merci François d'avoir participé à cette émission. Alors, chaque jour, on se retrouvera ici pour parler cuisine et pour parler des productions françaises avec ceux qui font ces productions. Et on vous retrouve bien évidemment sur le plateau de Village Semences dès demain à midi. Et d'ici là, eh bien, bonne cuisine. Et n'oubliez pas que cuisiner, c'est partager du bonheur. Alors, soyez généreux et n'hésitez pas. À bientôt.